Mercredi 13 février de l'an 2019, mesdames, messieurs, merci de prendre le rendez-vous du journal de l'économie sur SICA, le sommaire. La Côte d'Ivoire a récolté en 2018 761 317 tonnes de noix de cajou, ce qui constitue une hausse de 6,7% par rapport à la récolte de l'année 2017, une performance annoncée par le gouvernement ivoirien. Au Nigeria, la production de pétrole devrait entamer une phase de déclin après 2020. Il s'agit d'une conclusion contenue dans un rapport du Centre de recherche de la Banque d'investissement Afrin. Et puis en Guinée-Bissau, le gouvernement a promis de réduire le coût de l'électricité de 50%, sans toutefois donner un délai pour sa réalisation. On en parlera également dans cette édition. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire a récolté en 2018 761 317 tonnes de noix de cajou, ce qui constitue une hausse de 6,7% par rapport à la récolte de l'année 2017. Une performance annoncée par le gouvernement ivoirien. Des précisions à travers ces images. 761 317 tonnes, c'est la quantité de noix de cajou récoltée en 2018 par la Côte d'Ivoire. Des chiffres annoncés par le gouvernement ivoirien à l'issue du Conseil des ministres tenu la semaine dernière. Ce volume marque une hausse de 6,7% par rapport à 2017, où la production était estimée à 711 236 tonnes. La production de 2018 dépasse ainsi l'objectif de 750 000 tonnes fixé en début de campagne. Cependant, cette performance de l'appareil de production n'a pas réellement profité aux exploitants. Selon le gouvernement ivoirien, les producteurs n'ont encaissé que 404 milliards de francs CFA en 2018, contre 509 milliards en 2017, conséquence d'une conjoncture mondiale dégradée et de difficultés de commercialisation de la noix de cajou. Il faut dire que la nouvelle campagne 2019 s'ouvre le 15 février prochain sur un prix plancher de 375 francs CFA le kilogramme, soit une baisse de 125 francs CFA par rapport à l'année précédente. En Côte d'Ivoire, la noix de cajou est le second produit agricole le plus important après le cacao. À la fin de l'année 2018, le pays a exporté 642 648 tonnes de noix de cajou. En Tanzanie, le gouvernement a remboursé à la fin du mois de janvier 183 millions de dollars aux producteurs de noix de cajou pour la livraison d'un volume de 134 535 tonnes. Le rachat de noix de cajou se fait sur la base du prix de référence d'environ 1,42 $ le kilogramme fixé par le gouvernement tanzanien. L'opération de rachat de la noix de cajou auprès des producteurs qui a débuté au mois de novembre dernier devrait atteindre son point culminant d'ici le 15 février. Environ 300 000 producteurs interviennent dans la culture de la noix de cajou en Tanzanie qui fournit 10% du stock mondial de cette matière première. Au Nigeria, la production de pétrole devrait entamer une phase de déclin après 2020. Il s'agit d'une conclusion contenue dans un rapport du Centre de recherche de la Banque d'investissement Afrinvest. Ce serait une conséquence de l'incertitude fiscale causée par l'échec de l'adoption du nouveau code pétrolier. Selon un rapport du Centre de recherche de la Banque d'investissement Afrinvest, la production nigériane de pétrole devrait entamer une phase de déclin après 2020, malgré un potentiel de croissance important. Le rapport rendu public explique que l'exploration en eau profonde avait considérablement ralenti en raison de l'incertitude fiscale causée par l'échec de l'adoption du nouveau code pétrolier rédigé en 2008. En l'absence donc de clarté sur les thèmes financiers, l'exploration pourrait ne pas être une priorité pour les compagnies pétrolières internationales, étant donné qu'elles avaient déjà d'importants stocks de découvertes non mis en valeur tant à terre qu'en eau profonde. Par ailleurs, le rapport qui prévoit que les réformes fiscales dans l'industrie avancent lentement estime que le recul interviendra lorsque les contrats de partage de production en eau profonde expireront entre 2023 et 2028. Les nouveaux projets à long terme dépendront des conditions fiscales négociées lors du renouvellement de contrats expirés. Le Nigeria produit du pétrole à partir
de plus de 220 champs dont la plupart sont relativement petits et ont une production moyenne inférieure à 10 000 barils par jour. En bref, en Guinée-Bissau, le gouvernement a promis de réduire le coût de l'électricité de 50% sans toutefois donner un délai pour sa réalisation. Cette réduction sera rendue possible grâce au remplacement du diesel actuellement utilisé comme combustible par le fuel dans les centrales du pays. Ce remplacement de combustible permettra de diminuer de plus de 400 millions de francs CFA les frais d'acquisition de combustible pour les centrales qui s'établit actuellement à 700 millions de francs CFA. Toujours dans le cadre de l'amélioration des services énergétiques du pays, la compagnie électrique nationale a eu recours à un navire de production électrique d'une capacité de 36 MW afin de soutenir les installations en place. Le Cap-Vert a tenu le pari d'une croissance moyenne au cours de l'année 2018. Mais à quoi doit-on cette performance du pays? Élément de réponse juste après cette courte pause. Kazmi Pédia, bienvenue sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons du Cap-Vert. Le pays a tenu le pari d'une croissance moyenne au cours de l'année 2018. À quoi doit-on cette performance? Merci Crépi et bonjour chers téléspectateurs. Oui, à quoi doit-on cette croissance des meilleurs au niveau donc du pays? Il faut déjà dire que le Cap-Vert a donc terminé l'année 2018 avec un taux de croissance de son produit intérieur brut de 3,9%, contre donc 4% pour le compte de l'année 2017. Cette croissance donc de 3,9% est due donc au secteur de l'électricité et de l'eau, surtout qui a donc donné des embellissements de l'ordre de 22,8% pour le compte donc de cette année. A suivi donc le secteur de la manufacturier qui donc a donné 14,2%, le tourisme et l'hôtellerie 14,9%, la pêche 9,4%, le commerce de détail 8,1% et enfin l'intermédiation financière, c'est-à-dire le secteur donc de change et également de la finance a permis donc au Cap-Vert de disposer de 8,1% donc du produit intérieur brut, soit un cumul qui a donné donc au calcul 3,9% de taux de croissance pour le compte de l'année 2018. Ceci donc témoigne de la volonté et surtout de l'engagement pris par les autorités, mais aussi des partenaires techniques et financiers et de la communauté internationale d'accompagner ce pays-là en termes donc de reprise de son économie après la succession donc des crises au niveau politique, mais aussi au niveau donc économique. En 2015, le pays a été frappé donc par la crise européenne qui a donc décimé l'économie de ce pays, surtout le secteur touristique qui a pris un grand coup. Aujourd'hui, ce secteur est en train de prendre donc progressivement son envol. Alors, est-ce que cette performance est-elle fait ressentir dans le quotidien du Cap-Verdien, dans le panier de la ménagère? Mais comment le Cap-Verdien a-t-il vécu cette performance? Merci beaucoup, Crépi. Très belle question. Comment le Cap-Verdien a vécu donc cette performance-là? Certainement pas bien lorsque vous les interrogez, lorsqu'ils écoutent donc ces analyses qui donnent une très bonne performance économique, macroéconomique à son pays. Le Cap-Verdien ne se retrouve pas dedans parce que la vie continue donc pas être dure au niveau du pays. Le Cap-Verdien a du mal à se nourrir. Cependant, selon les indicateurs macroéconomiques, le pays n'est pas sur la liste. Voilà des pays en situation de crise ou en situation d'insécurité alimentaire. Ça veut dire que quand même le Cap-Verdien arrive à se nourrir une fois par jour et certains, sinon la majorité de la population aujourd'hui vit en dessous donc du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire le Cap-Verdien a au moins $1 par jour et se nourrit grâce donc aux fruits de son labeur. Aujourd'hui, le Cap-Verdien a commencé par comprendre donc la nécessité d'aller travailler, surtout l'agriculture, le secteur primaire est aujourd'hui en nette propension avec ces données statistiques-là, la pêche qui offre déjà 9,4% et le commerce en détail qui offre 8,1% prouve véritablement que le Cap-Verdien a commencé donc par rafistoler, par racoler au niveau des grandes villes et certainement que le gouvernement va accompagner ces mesures-là car on a annoncé 22,8% en termes de couverture de l'électricité et de l'eau. C'est déjà indispensable.
Et pour le compte de l'année 2019, on annonce des partenaires techniques et financiers qui viendront renforcer le couvert donc, des infrastructures avec des projets structurants. Même si aujourd'hui le taux d'endettement du pays est des plus élevés au niveau de la région, soit environ 126% donc, du produit intérieur brut, il faut dire que le Cap-Vert a toutes les chances de réussir sa politique économique. Toujours sur l'échiquier macroéconomique, il faut quand même dire que la balance courante reste déficitaire au profit des principaux partenaires commerciaux du pays. C'est bien ça, Crépi. Il faut dire que l'Espagne et donc le Portugal continuent donc par envoyer sur les biens et services au niveau donc de ce pays. C'est d'ailleurs les deux partenaires qu'on a retrouvés au niveau donc des analyses, et le déficit, comme vous le dites si bien, le déficit de la balance courante s'est creusé autour donc de moins 7,6% pour le compte donc de l'année 2017, alors que déjà en 2018, elle a encore grimpé au-delà donc de 8,5%, ce qui prouve véritablement que le pays est dépendant de l'aide au développement, mais aussi de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le pays, car la demande au niveau du pays, la production locale n'arrive pas à satisfaire la demande. Ça veut dire que le pays doit travailler davantage. Ça veut dire que l'agriculture a encore du plomb dans l'aile. Ça veut dire également que le secteur de la production ne suffit pas pour donc déséquilibrer donc cette balance-là. Il va falloir véritablement que le gouvernement, ensemble avec ses partenaires sociaux, que sont la population et également les partenaires sociaux du pays, puissent travailler pour repenser donc cet indicateur macroéconomique. Alors peut-on dire que les indicateurs économiques sont favorables pour l'année 2019? En tout cas, selon les documents que nous avons, 2019 s'annonce très bien pour le pays, car le taux de croissance va osciller au-delà donc de 4% pour s'afficher donc autour de 4,2 voire 4,3% pour le compte de l'année 2019. On annonce beaucoup de partenaires, même si aujourd'hui la politique d'endettement du pays est des plus élevés au niveau de la région. Je l'ai dit tantôt, environ 126% du produit intérieur brut. Le pays s'est endetté plus qu'il travaille, et donc il va falloir travailler véritablement pour que le produit intérieur brut puisse augmenter, afin de permettre donc à ce taux donc d'endettement de véritablement chuter. Beaucoup de choses restent encore à parfaire dans ce pays. Beaucoup d'opportunités sont également à l'horizon 2019-2020. Pourquoi pas pour les 5 voire 10 prochaines années au niveau donc des grandes villes du pays. Le pays reste encore et demeure un pays exploitant donc des ressources du sous-sol. Tout ceci pourra donc permettre à ce pays de reprendre son économie. En tout cas, nous allons rester observateurs de ces indicateurs macroéconomiques pour comprendre si véritablement la crise politique est conjuguée au passé, si également les différentes crises qui ont secoué ce pays sont du passé, et que véritablement le Cap-Vert a repris donc ses embellies économiques. Merci d'être passé avec toutes ces explications, Casimir Pédior. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie, qui paraît à Cotonou, au Bénin. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce JT de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très bientôt pour un autre numéro.